c'est un livre à la fois très vieux et très récent. Très vieux parce que il y a évidemment une cellule biographique qui est très ancienne. Euh, et à partir de cet événement, de cette petite cellule, j'ai écrit 3 pages que j'ai mises dans un tiroir et dont je ne me suis plus occupée pendant très longtemps, on va dire. Et puis après, j'ai pris la décision d'écrire un roman. Et au fond, j'étais assez impatiente de ça depuis un certain temps. Et une fois que j'ai pris cette décision, il y a eu une autre chose qui s'est passée, c'est que je ne savais pas comment raconter cette histoire. Donc c'est aussi pour ça que vous me parlez du narrateur, j'imagine. Je ne savais pas comment raconter cette histoire parce que je ne pouvais pas être le personnage féminin, celui que j'appelle elle, et qui dit je. Ça, je sais que je ne le pouvais pas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait appel à ce personnage, donc, qui s'appelle l'anglais, et qui voit les choses de l'extérieur, qui ne voit que l'extérieur de ce qui se passe, mais qui en même temps prête au personnage qu'il voit sa propre intériorité. Sauf que évidemment, on ne sait pas si l'intériorité qu'il prête au personnage, c'est un pur fantasme, c'est un pur rêve, c'est un pur délire, ou si ça peut avoir quelque chose de vrai. Et ça, on peut peut-être un tout petit peu le savoir à partir de la fin, enfin, quand on a lu la fin, mais avant la fin, on ne peut pas le savoir. Euh, donc c'est aussi un livre qui se termine au moment où il pourrait commencer, parce qu'après tout, quand il se termine, on peut faire une autre lecture et on peut le voir autrement. Alors un voyage peut être pas vraiment un voyage, hein, c'est plutôt un emprisonnement sur une île grecque, parce que le voyage n'existe pas. Et puis surtout, c'est pas un livre pittoresque. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de description de la Grèce, c'est pas une Grèce exotique. Bon. Donc ce n'est pas un livre de voyage, c'est plutôt un livre où une île devient une sorte de prison. Donc dans cette prison, un certain nombre de personnages se retrouvent absolument par hasard, et se trouvent par hasard obligés d'y rester, et obligés d'être ensemble. Et, et donc l'un de ces personnages regarde ce qui se passe avec les autres. Pourquoi? Parce que lui-même est dans une sorte de dérive. Il est sans doute celui qui ne sait pas où il va. Il est dans une sorte de fuite. Alors c'est pas non plus un personnage complètement fou. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement un fou, mais on pourrait considérer qu'il est au moins très névrosé. Et il est là. Et comme il ne sait pas quoi faire, enfin du moins c'est ce qu'on croit au début, il observe, il regarde. C'est une sorte de voyeur. Mais une voyeur pas tout à fait pervers dans la mesure où il ne se cache pas. Il est dans une sorte de distance avec les personnages, sans chercher à se masquer. C'est-à-dire qu'il est là sans être là, il observe sans observer, il écoute sans écouter, et il n'a pas tellement besoin finalement d'être un voyeur parce que toutes les choses qu'il regarde, on peut se poser la question de savoir s'il les invente ou s'il les prend dans son propre passé ou s'il les voit vraiment. À partir du moment où j'avais pris la décision que ce n'était pas elle qui était le narrateur, la construction n'a pas été très très difficile à faire, sauf peut-être dans le détail. C'est-à-dire qu'il fallait évidemment garder une sorte de correspondance entre ce qui était vécu par le narrateur et ce que le narrateur écrivait. On voit bien qu'il écrit la nuit, et donc il fallait qu'il y ait un rapport dans la construction du livre entre ce qui s'était passé dans la journée et qu'il avait pu observer et ce qu'il inventait la nuit. Donc ça a été un tout petit peu compliqué, mais c'est de la technique, c'est du bricolage, c'est du jeu de Lego, ça, c'est pas compliqué, ça. C'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est évidemment de comprendre ce personnage dont on ne sait pas grand-chose, de voir quel était son rôle, jusqu'où je pouvais aller dans la définition du rôle de ce personnage, qui est évidemment
un double plus vieux de elle, ou plutôt qui est-ce que elle deviendra peut-être plus tard. Mais on ne sait pas, au fond, dans ce livre, c'est peut-être pour ça que vous parlez de mise en abîme, qui écrit le roman de qui? Est-ce que c'est elle qui écrit le roman de celui que j'appelle l'anglais, ou est-ce que c'est l'anglais qui écrit le roman de elle? Il y a cette indécision, évidemment. On ne sait pas qui rêve qui. Est-ce que c'est elle qui rêve de l'anglais, ou est-ce que c'est l'anglais qui rêve de elle? Et donc il y a cette indécision, c'est à la fin qu'on peut comprendre qu'il y a cette indécision, même si au début, évidemment, on pense que c'est l'anglais qui rêve de elle, et qui écrit sur elle, qui essaie d'imaginer son passé, son présent, son avenir, même relativement lointain. Oui, c'est un écrivain, mais c'est un faux écrivain, ou c'est quelqu'un qui voudrait bien écrire un roman, dont on sent bien qu'il a écrit avant, mais qui en même temps ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment se détacher du réel, par exemple. Hein. Il ne sait pas comment donner d'autres noms que ceux qui existent à ces personnages. Il ne sait pas se détacher du détail. Il est toujours engoncé dans cette réalité dont il a du mal à se détacher, même dans le détail. Enfin, justement, vous parliez du nom du bateau, mais il voudrait bien savoir quel est le nom de ce bateau qui les a amenés dans l'île, parce qu'il est incapable même d'inventer. Il dit qu'il est incapable d'inventer même ce nom du bateau. Donc c'est un écrivain, c'est plutôt quelqu'un qui a envie d'être un écrivain, mais qui ne réussit pas tout à fait à être un écrivain. Et il ne réussit pas sans doute par aussi, non seulement parce qu'il n'arrive pas à se détacher du réel, mais parce qu'il a peur du roman. Et il a peur de quelque chose qui serait trop banal ou très quotidien. Il a peur d'écrire des dialogues, par exemple. Et à la fin, il se perd dans des espèces de scènes qui sont au fond des scènes très stéréotypées, ou des bouts de dialogue très stéréotypés. Et on sent bien que s'il ne réussit pas à écrire son livre, c'est aussi parce qu'il a peur de ça. Il a peur du ratage. Il a peur de faire quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de ce qu'il voudrait. Donc il renonce, il est dans le renoncement, et il finit par disparaître lentement, on va dire ça comme ça. Enfin, on ne sait pas si c'est mort ou si c'est pas une mort, mais en tous les cas, il finit par disparaître après avoir renoncé à écrire ce livre. Mais ça, c'est aussi une autre raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, même si tout ça n'est pas très cohérent. C'est parce que, au fond, je pense qu'un écrivain, comme peut l'être l'anglais, dans le livre, le narrateur, est un peu dans la position du lecteur aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'un lecteur de roman, comme jusqu'à un certain point un écrivain, est dans sa lecture, comme dans son écriture, quelqu'un qui ne sait pas très bien quelle est la part du rêve, du réel, du fantasme, de l'hallucination. Et donc ce livre montre ça aussi, de ce personnage qui est un romancier, qui serait aussi dans la posture d'un lecteur. Alors bon, là encore, rien n'est dit, rien n'est explicite, mais enfin on peut quand même imaginer que le narrateur au fond se retire de cette espèce de, j'allais dire, d'aura et de nuage de désir qu'il y a entre les 5 autres personnages. Alors pourquoi se retire-t-il? On peut avoir quelques soupçons à la fin lorsqu'il raconte des toutes petites bribes de sa vie. Mais effectivement, il y a une sorte à la fois de mélancolie et de lâcheté de ce narrateur. De mélancolie parce qu'on sent bien qu'il voudrait aller vers elle, et en même temps de lâcheté qui vient peut-être de sa mémoire, de ses souvenirs qui sont un peu traumatiques, même si ce n'est pas quelqu'un qui a vécu des choses plus traumatisantes qu'un autre. Donc il est à la fois dans cette espèce de déprise, parce que aussi, peut-être parce qu'il vieillit, et parce qu'il sent que c'est plus sa place, parce que les personnages sont plus jeunes que lui, et en même temps dans le désir quand même d'aller vers eux. Mais il ne va jamais vers eux, il ne leur parle jamais. Et son désir reste absolument secret.
Alors les rêves, c'est un petit peu compliqué parce que, oui, ce sont des vrais faux rêves, bien sûr. Et ces rêves sont là pour scander un tout petit peu le passage euh, de, de, de ce qui est dit par le narrateur, avec les passages qu'il écrit ou que fait semblant d'écrire ou qu'il écrit vraiment. Donc ces rêves sont les passages entre les deux. Ces rêves, c'est évidemment pour le narrateur, donc, puisqu'on comprend assez vite, et il le dit assez vite, que ces rêves, ce sont les siens, mais qu'il les prête à un autre personnage que lui. On comprend assez vite, comment dire, que ce qui est important dans ces rêves, hein, ce n'est pas la différence, par exemple, entre leur contenu réel et leur contenu latent, ça on s'en fiche un peu. Je veux dire, ce ne sont pas des rêves qui seraient à donner sur un divan ou à offrir à un psychanalyste. Enfin, ce sont des rêves qui, pour lui, représentent son intimité avec ce personnage de elle qu'il n'arrive pas à saisir. Donc il pense sans doute de façon un peu magique qu'en lui prêtant ses propres rêves, il va arriver à saisir quelque chose d'elle. Souvent, je pense qu'ils sont seulement sortis. Souvent, je pense qu'ils sont seulement sortis. Donc c'est la première phrase du quatrième des Kinder Total Leader. Il y a cette musique que le narrateur imagine qu'elle écoute toujours en boucle. Alors c'est le narrateur qui l'imagine. Alors est-ce que c'est par le narrateur qu'il écoute toujours en boucle? Cette phrase, c'est une phrase donc, des Kinder Total Leader de Mahler. Souvent, je pense qu'ils sont seulement sortis. Je le dis en français parce que bon. C'est-à-dire, évidemment, ça parle de la mort. Ça parle de ceux qui ont disparu. Et si cette phrase revient en boucle, et si effectivement cette phrase est une sorte d'obsession du narrateur, obsession que bien sûr il prête à elle, c'est aussi parce que dans ce livre, il y a beaucoup de disparitions. Beaucoup de gens qui disparaissent ou beaucoup de gens qui sont morts. Alors c'est avant, c'est dans le passé, mais ces disparitions, elles apparaissent effectivement dans le livre. Il y a la disparition du frère du narrateur, la disparition d'un premier amour de elle, enfin du moins c'est ce que imagine le narrateur, la disparition même de personnages complètement secondaires, comme cette vieille femme qui devient une sorte de fantôme dans la maison, et si elle est un fantôme, c'est parce que son fils a disparu. Donc cette question de la disparition, soit sous la forme de la mort, enfin de la vraie disparition, soit sous la forme seulement de l'éloignement, elle est là, effectivement, complètement présente dans le livre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose dans les personnages de très fantomatique. Enfin, même si ce ne sont pas des fantômes, au fond, on peut se poser la question de savoir si effectivement ce que le narrateur, l'anglais, voit, ce ne sont pas des fantômes. Le titre, c'est ce que je trouve toujours en dernier. Et donc j'ai toujours sur mon ordinateur, petite feuille sur laquelle je marque des titres. Le premier titre, c'était Les apparences. Elle ou les apparences. Et puis, pensant que ce personnage du narrateur de l'anglais devenait vraiment plus central que le personnage de elle, j'ai pensé à l'emprise. L'emprise. Et en écrivant emprise, en tapant emprise, j'ai évidemment oublié le M, ce qui a donné les prises. Et donc je trouvais ça assez juste finalement que le titre du livre soit une sorte de lapsus. Voilà, c'est un acte manqué qui est